une étoile, l'âme qui brille, l'être vivant, et je suis dans mon corps. Je regarde à travers les yeux. Je ressens tout ce qui se passe à l'extérieur à travers mes organes des sens. Comme si je conduisais mon corps. Je suis le maître de mon corps. Et toute mon expérience humaine, je la vis à travers mon corps. Je suis en interaction avec les autres à travers mon corps. Je joue mon rôle à travers mon corps. Mais je suis l'âme, l'être spirituel, l'être vivant au centre du front. Je ne peux pas me voir avec les yeux physiques, mais je peux me voir avec le troisième œil. L'œil de l'intellect. Et je me vois comme une âme. Je pense comme une âme. Je me sens comme une âme. Et je peux même voir les autres comme des âmes. Des âmes invisibles qui jouent leur rôle à travers leur corps, qui s'expriment à travers leur corps. Et la vision de l'âme éveille tout un bouquet de valeurs, de vertus. En me voyant comme une âme, en pensant comme une âme, j'éveille en moi toute la douceur, toute la tendresse de l'âme. Son innocence, sa pureté, sa grandeur. Éveiller en moi la conscience d'âme, c'est faire lever le soleil du bonheur, faire lever le soleil de l'amour. Toute la beauté de l'âme, l'éclosion de la paix. Et en même temps, je vois que l'âme est puissante, comme une mini-source d'énergie, infiniment petite, mais infiniment puissante.
Et j'apprécie cette expérience d'être une âme dans mon corps. Comme si mon âme regardait à travers les yeux. Toute cette lumière de l'intérieur, toute cette douceur de l'âme. L'âme qui veut juste vivre et ressentir toutes ses qualités. Les exprimer à travers le corps, à travers les pensées et à travers les actions. Je suis une âme. Je suis éternel. Je suis une âme. Et je ressens au plus profond de moi cette paix profonde, pure. Et moi l'âme, l'être vivant, je brille.
Bonjour, bonsoir, bienvenue. Très content de vous retrouver comme toujours et en plus dans un environnement climatisé. J'étais passé comme un bon masochiste plus d'une heure à jouer au tennis à 31 degrés. On apprécie de revenir au frais. Mais je voulais pratiquer le thème de ce soir, les étirements et les postures de l'âme, en me demandant comment on se positionne dans des circonstances des fois un peu particulières. Et ce qui est magnifique dans cette idée, c'est que ce qu'on appelle le yoga a souvent été associé à des postures. Il y a beaucoup de formes de yoga qui vont promouvoir justement cette notion de posture. Et on aime bien l'idée que plusieurs postures physiques dans lesquelles on cherche à travers une posture physique à déclencher des énergies, à réaligner comme si on cherchait à appuyer sur un bouton quelque part qui allait faire « Wow, ok, je sens quelque chose ». Et autrement, ce serait qu'un exercice physique. On appellerait ça l'éducation physique, pas du yoga. Et donc la différence entre le conditionnement physique ou des renforcements musculaires ou de la boxe ou toutes sortes d'autres formes d'exercices et le yoga, c'est à travers le yoga, l'idée était qu'en positionnant le corps ou l'âme dans une posture spécifique, elle allait avoir accès à une dimension très particulière. Alors, des fois, on a cette posture la plus connue, c'est celle du lotus. Et on dit que c'est bien si on met le corps dans une position de lotus, c'est en fait comme si elle était dans une posture, nous on nous apprenait qu'en méditation, il faut se mettre comme sur un cintre. On disait que le corps, quand il est droit comme ça, on est comme un cintre, avec la clavicule comme un cintre, puis tous les organes sont bien en place. Puis dès que tu te mets comme ça, le foie est en train d'écraser le cœur, qui écrase l'estomac, qui écrase... ça fait bizarre, quoi. Le corps, il sent... il n'est pas normal. Alors, des fois, il faut le mettre sur un cintre. Puis on dit, repose-toi un petit peu. Puis la posture du lotus, elle est comme ça. Elle doit être très droit. Et tous les membres vraiment détendus, donc les jambes croisées, etc. La posture du lotus. Et nous, on aime bien l'idée que la posture du lotus, c'est aussi une posture mentale. Donc, c'est une posture dans laquelle on se met comme la fleur de lotus, qui, même si l'environnement peut être sale ou marécageux, une eau stagnante, pas nécessairement... tu vois pas les fleurs de lotus dans les Caraïbes, flottant sur l'eau bleu turquoise. Non. Tu poses dans les marécages, dans des lieux avec plein de grenouilles, puis d'insectes, puis de buzz, puis de boue. Et la beauté du lotus, c'est qu'il se détache de l'eau, puis il apparaît comme vraiment un contraste entre sa beauté intérieure et la difficulté extérieure. Être en lotus quand on est dans un environnement extrêmement magnifique, facile, joli, on n'a pas de mérite. Mais de rester en lotus quand tout va mal, ça c'est un grand art. Rester patient quand tout nous porte à l'impatience, là on gagne des points, beaucoup. On tolère quand c'est vraiment intolérable, là on gagne beaucoup de points aussi. Et c'est ces points-là, ou cette posture qu'on maintient, qui devient comme un étirement de l'âme. C'est bizarre, hein? C'est juste de rester stoïque dans une posture. Ça permet à l'âme de s'étirer, c'est-à-dire qu'elle prend de l'ampleur. Et la patience, si elle est vraiment ancrée dans une conscience claire, on n'est pas patience par la force. On n'est pas patience par le refoulement de la colère. Je suis patient, mais ça a des limites. Et il y en a qui confondent la patience avec le refoulement de la colère. Donc ils mettent un gros bouchon sur la colère, ils s'assoient dessus, mettent une grosse bûche, un orignal, 3 grenouilles, puis ils disent « ça y est, c'est beau, je suis très patient ». L'orignal, les grenouilles, tout ça, ça fait très très mauvais ménage et ça s'agite beaucoup avec... parce qu'une grenouille, ça énerve beaucoup les orignaux.
Puis les orignaux, ça mange pas les grenouilles. Qu'est-ce que tu veux? Ça se fait un drôle de mélange. Alors ça turlupine dans la casserole. Puis ça fait pas une bonne soupe non plus. Donc à un moment donné, ben, ça explose. Puis quand tu as un orignal puis des grenouilles qui explosent, c'est jamais agréable. Les gens disent « Wow, ben voyons, t'énerve pas. » Attends, t'as fait bouillir ton orignal avec ces grenouilles pendant 1 heure. Ben, quand ils sortent, c'est pas joli à voir. T'as déjà vu des orignaux et des grenouilles? C'est pas, faut pas. C'est pas. Non, quelle image quand même, hein, image. Moi, j'ai vu des orignaux, mais pas avec les grenouilles. Mais je sais que ça va pas ensemble. Mais des fois, la patience, c'est un refoulement de colère. La tolérance, c'est un refoulement de jugement. On essaye de ne pas juger. C'est pas pareil, hein, la colère, l'impatience et l'intolérance, elles sont cousines, sont super copines. Dès que l'impatience arrive, elle appelle toujours l'intolérance, on dit viens. Parce que les deux ensemble, alors là, si on continue, il n'y a pas juste un orignal puis des grenouilles. Hein. Là, tu ajoutes carrément le castor et puis après, parce qu'on mettrait un serpent là-dedans, là, ça commence à gigoter beaucoup. Là. Ça devient un petit peu dangereux. Et quand l'impatience et l'intolérance commencent à se combiner l'une à l'autre, hein, qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup de colère avec beaucoup de jugement. C'est ça le mix explosif. Et on n'est pas capable de contrôler ça parfois. C'est dur. Tu sais, quelqu'un qui est très impatient puis il dit « sois patient ». Ben non, justement, je ne suis pas patient. Et c'est très dur de changer d'être impatient à être patient. Comment on fait? Très simple. Tu laisses sortir la grenouille, tranquillement, après l'orignal, après le serpent, puis après le castor, puis chacun va de son côté, puis tu dis, ben voilà, je vais leur donner la liberté. Maintenant, on va rester sans aucun mélange comme ça de bibites intérieures. On ne peut pas changer d'impatient en patient sans faire un changement de conscience. Si la patience arrive par la force, donc non pas par la conscience, mais par la force, ça, c'est quand on a fait beaucoup d'erreurs avec l'impatience et l'intolérance. Puis quand on a pratiquement brisé un mariage, ou brisé des relations, ou brisé la potiche de notre grand-mère, parce que, bon, c'est elle qui était là le moment où on s'est énervé. Tu sais, les joueurs de tennis, là, ils en cassent des raquettes. J'ai vu tout à l'heure un pot pourri de... C'était marrant, quand un joueur de tennis s'énerve. Et c'est pas beau, hein. C'est vraiment... Tu sais, c'est dangereux. Casse tout, les raquettes, lance les balles partout, il donne des coups de pied à gauche, à droite. C'est dur de dire à un joueur de tennis qui vient de perdre non seulement un match, mais by the way, il a perdu à peu près 2-3 millions de dollars, plus enfin, tout ce qui vient avec, puis tu dis, mais non, sois patient, tu gagneras peut-être l'année prochaine. C'est pas possible. Tu ne peux pas forcer la patience comme ça. Si on le fait, ça devient un refoulement de l'impatience. Souvent, c'est ça. Puis c'est jamais très bon, ça tient jamais très longtemps non plus. Et c'est pour ça que toutes ces formes de négativité, je prends l'impatience et l'intolérance, mais ça peut être vraiment la jalousie, ça peut être des fois je sais pas, les désirs qui nous consomment la tête des fois. Il y a plein de forces négatives qui peuvent vraiment déranger. Des fois, c'est juste des formes de confusion. On n'a pas les idées claires, on est perdu, on est confus. Des fois, c'est juste des frustrations. Ça, c'est de la bouillabaisse, c'est vraiment de la bouillie. Malheureusement, ça, c'est quand l'orignal, la grenouille, puis toutes, là, ils sont devenus hachés. Là, ça c'est compliqué. Là. Ça, c'est pas bon. Là, parce que tu sais plus trop qu'est-ce que tu goûtes. Puis c'est un peu tard pour les séparer après. Ça arrive quand on est vraiment frustré. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'es juste pas de bonne humeur, tu es frustré, tout t'énerve. Ça veut dire que tu as broyé l'orignal avec les grenouilles. Puis ça va pas être facile à digérer.
Vous avez soupé ce soir, ça va? Vous allez manger après? Moi, j'avais planifié de ne pas manger ce soir, donc je peux parler de ça, ça va? Mais bon, on rit, mais si on devait dessiner ce qui se passe dans notre tête en forme de dessin animé, ce serait pas mal comme ça. Et puis ce serait mieux d'en rire d'ailleurs, parce que on dit des fois on est un peu comme un dessin animé à l'intérieur. C'est Mickey Mouse, ces personnages loufoques un peu qui font plein de bêtises, qui sont... Parce qu'en fait, c'est pas nous tout ça. C'est ça qui fait que ça devient drôle. C'est pas nous. C'est comme quand quelqu'un est sous. Tout le monde rigole parce que bon, il rentre dans le mur, puis il dit des bêtises. En général, c'est si les autres sont sous, ils trouvent ça drôle. Mais quand quelqu'un est pas sous, puis qu'il regarde un autre sous, ça, il vaut mieux que tout le monde soit sous. Au moins là, tout le monde est à peu près au même endroit. Mais l'ivresse physique comme ça, c'est ça. Tout devient drôle. Tu dis une phrase, puis tu es mort de rire. Tu trouves ça super drôle. C'est pas si drôle que ça, en fait. Alors, si on se regardait de l'intérieur, en fait, on trouverait que c'est quand même comique. Parce que c'est pas vrai. C'est pas ça notre vraie nature. Et quand on pense à toutes ces négativités qui nous habitent, puis dont on veut se départir, puis qu'on essaye d'éliminer, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de ce qu'on appelle ces postures spirituelles. On a besoin de pratiquer le moment où tu te mets dans une posture stable, et là tu ressens ce que c'est. Donc la posture de la patience, c'est quoi? Et on ne peut pas la pratiquer quand on est impatient, c'est ça le problème. C'est un peu trop tard. Quand tu es impatient, puis qu'on dit sois patient, comme je dis, c'est pas là que c'est le meilleur. C'est difficile, c'est un peu trop tard. C'est mieux de pratiquer la patience comme une posture. Et quand la situation survient, on se souvient de la posture. C'est là que ça devient utile. C'est un peu comme, pour moi, bien jouer au tennis, par exemple. Bien jouer au tennis, c'est bien, mais c'est mieux quand on a fait des exercices avant. Puis l'exercice n'est pas de frapper une balle et de faire un mouvement de tennis. Tu regardes les joueurs de tennis ou les joueurs de n'importe quel sport, ils doivent faire des exercices d'étirement, de poids, de cardio, de toutes sortes de trucs bizarres. Alors, puis ces exercices-là, quand vient le temps de jouer au tennis, ils deviennent très utiles. Parce qu'ils ont développé déjà une fibre. Et pour nous, le yoga, c'est la même chose. Le yoga, c'est de prendre le temps de pratiquer des postures. Puis après, on va se promener dans le champ de caribou, de grenouilles, il y en a beaucoup. Puis on s'amuse. Et là, on a déjà la pratique. Et si on a développé la posture de la patience et on se retrouve dans une situation difficile, là, on a cette pratique qui est facile à exprimer. Et on ne souffre pas. Pour moi, ça a été très, très, très clair quand j'ai confronté une situation il n'y a pas très longtemps qui était assez spécifique. Et j'avais déjà confronté la même situation à 2-3 reprises. Puis, oui, j'aurais souhaité ne pas avoir à la reconfronter encore, mais très spécifique. Quelqu'un avait dit quelque chose, puis pas clair, whatever. Et étrangement, quand cette situation s'est reproduite, je me suis dit, ok, ça je sais, ça je sais faire. Parce que je les ai déjà faites avant. Et normalement, ça aurait été une situation qui m'aurait fait dire, pas encore, non, j'ai pas envie, ça m'énerve, j'aime pas cette situation. Mais au lieu d'avoir cette attitude, je me suis dit, non, ça je sais faire. J'ai fait la dernière fois, puis c'était bien. C'est comme si ça me dérangeait pas de me dire, je sais faire celle-là. Ok, dis-moi tes bêtises, tu vois, je sais quoi faire avec. Et ça fait vraiment qu'on se sent bien avec. C'est comme quand on joue au sport, on dit souvent, quelqu'un t'enverrait le ballon, puis tu dirais, pourquoi tu m'envoies le ballon? Pourquoi moi? C'est la discrimination, puis tu veux pas jouer. C'est ça le but, je t'envoie le ballon, tu frappes, puis tu l'envoies à un autre. Puis des fois, on se trouve dans une position où on ne voit pas le monde comme un jeu,
Et donc, une situation arrive, puis bah, pourquoi moi, puis pourquoi ça arrive, puis ça ne devrait pas. Alors que si on voit que c'est un jeu, on dit, ah, ça c'est intéressant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne joue pas aux échecs, mais je comprends un peu le concept. Et si quelqu'un bouge un pion, puis tu dis, bah voyons, c'est pas gentil, tu me respectes pas, bah si, mais je veux te battre, je fais ça pour te battre. Alors que si on joue vraiment aux échecs, puis que l'autre fait un très bon coup, tu dis, ok, comment je vais faire? Tu cherches ta stratégie. Et pour moi, la vie, c'est devenu comme ça. C'est devenu vraiment une vie où il y a beaucoup de caribous qui passent, beaucoup de grenouilles qui sautent, beaucoup de serpents. Puis le but, c'est faut pas les mettre dans la casserole ensemble. Il faut les laisser bouger et les laisser aller. Puis c'est juste un jeu, tout ça. Mais après, de chercher, c'est quoi ma posture? Alors, on va dire, par exemple, une des plus belles postures, la posture la plus agréable, la plus... comment je pourrais dire, la plus rassurante, la plus réconfortante, la plus sécurisante. C'est ce qu'on appelle souvent la posture de l'estime de soi. Et l'estime de soi, elle est au cœur de toute ma capacité d'être soi-même dans toutes les circonstances. Confiance en soi, valorisation de soi, respect de soi, ça c'est spécifique. Ça s'applique dans des cas spécifiques. Mais l'estime de soi, c'est elle qui maîtrise tout ça. C'est elle la reine de toutes ces soins de soi. Et c'est pour ça que si on sait comment s'asseoir dans l'estime de soi, ça devient très facile après. Enfin, non, c'est pas très facile. Plus facile. Moins difficile, comme vous voulez, mais un peu moins douloureux. C'est ça que je voulais dire, quoi. C'est-à-dire que c'est moins une torture. Soyons honnêtes, la torture est beaucoup plus tolérable quand je suis assis dans l'estime de soi, puis qu'il y a encore quelques caribous et grenouilles qui sont en train de se battre les unes contre les autres. Et l'estime de soi, ben, on la pratique. C'est une posture qu'il faut pratiquer. Et c'est ça qui est beau dans les méditations, c'est de savoir trouver qu'est-ce que l'estime de soi. Et ça, c'est la conscience qui nous amène dans l'estime de soi. Pas d'être confronté à des situations difficiles, puis c'est dans ok, là, j'ai une estime de moi. C'est dur en plein milieu de guerre, là, quand tu reçois des missiles à travers la tête, de dire juste 30 secondes, il faut que je me concentre. On se tait, je me concentre. Ben non. Tu fais, non, je te tire des missiles. Tu peux pas. C'est pas le moment d'aller se mettre en petite position zen. À ce moment-là, il faut que tu te battes, il faut que tu aies tes boucliers, puis tes anti-missiles, puis il faut que tu te défendes. Et ça, si on n'a pas l'estime de soi, on ne sait pas comment répondre. Si quelqu'un t'insulte, puis que tu as vraiment une grande estime de soi, tu te dis, ah, c'est intéressant. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'effet. On dit vraiment, l'estime de soi va faire en sorte que l'insulte est comme de l'eau sur une plume de canard. Quelqu'un a dit quelque chose, c'est intéressant, je vais vérifier. je vais appeler ma mère. Tu dis que je suis comme ça, bouge pas. J'ai appelé ma mère tout de suite, puis je lui ai demandé si elle est d'accord. Ça, c'était une belle estime de soi. Tu n'as pas réagi. Tu ne le prends pas personnel, mais en même temps, il n'y a pas d'ego. Pour moi, l'estime de soi ne veut pas dire que quelqu'un me dit quelque chose, puis je dis cause toujours. Ça, c'est de l'arrogance. L'estime de soi peut dire aussi, je vais vérifier s'il y a peut-être, s'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. C'est bien, je vais corriger. Je serais content de le corriger. Merci de me le souligner. Moi, je donnais une formation récemment, puis des fois, t'es emballé, tu dis des trucs, puis surtout des bêtises, dans mon cas, avec des orignaux, puis des crevettes, des grenouilles. Là, j'ai vu la crevette sauter, toi. J'ai un esprit très visuel, très, très difficile à gérer. Et donc, je donne une formation, puis je m'exalte un petit peu, puis enfin, je dis une chose, et je parle d'une blague de belle-mère. Parce que dans notre tradition orientale, c'est souvent des blagues de belle-mère. Puis mon collègue, après, me dit, tu sais, t'as fait une blague de belle-mère, c'est pas
ça passe plus, ça. Ça, ouais. Il dit, oui, j'ai regardé la réaction de certaines personnes, c'est un peu vieux, tu sais, vieux mon oncle. Ça, c'est dur de se faire dire que tu fais une blague de mon oncle. Bon, j'ai regardé l'écran, il n'y a personne. Oui, vous êtes là dans le gamin. Bon, ceux qui sont en Europe, les blagues de mon oncle, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Puis il y avait un autre terme, on utilisait tu sais, du coup, je ne sais même plus si je peux dire toutes ces choses-là, mais on parlait c'est une tradition dans l'enseignement du narratif, c'est la trame narrative. Donc on enseigne comment raconter des histoires. Puis on dit, ben, un chevalier blanc, il y a un chevalier noir et tout. Et puis la personne me dit, tu sais, aussi, chevalier blanc, chevalier noir. Puis je dis, ah ouais, là aussi, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, mais c'est compliqué, hein, un peu plus. Puis je comprends que ça peut paraître trop. Puis en même temps, je me dis, c'est vrai qu'on n'a pas fait attention à ces choses-là. C'est vrai que, parce qu'il y avait une personne dans la salle, c'est vrai que pour ces personnes, ça peut devenir tout à coup, pourquoi tu appelles ça pourquoi le noir est toujours mauvais et le blanc est toujours bon? Ok. Alors moi, tout ce que je peux dire après, c'est vraiment merci de me le dire. Je suis content de progresser, d'être capable d'améliorer mon vocabulaire, de faire attention à ces choses-là. Des gens peuvent être sensibles à ça. Puis il y a une autre expression qu'on utilise toujours par rapport au noir, justement. Puis qu'on qualifie toujours quelque chose de mauvais et de noir. Il y a une autre expression, j'ai oublié. Broyer le noir. Alors je sais que c'est une autre dimension, mais l'idée c'est, ce que j'essaye de dire simplement, c'est quand on nous dit quelque chose, l'estime de soi fait que ça ne me blesse pas. Moi, ça ne m'a pas blessé que la personne m'ait dit ça. Mais au contraire, je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je ne veux pas... J'insulte personne et je sais qu'il n'y avait aucune mauvaise intention dans ce que je disais. Mais j'apprécie qu'on me dise, tu peux faire mieux. Tu peux... Ou que quelqu'un me dise, tu sais, quand tu m'as dit ça... D'ailleurs, ça m'est arrivé avec une très bonne amie... avec qui elle me disait un jour, tu as dit ça devant tout le monde, que mon anglais, tout le monde allait rire, quoi. Puis moi, j'ai dit ça dans un sens, elle avait un très bel accent quand elle parlait anglais. Et dans ma tête, pour moi, c'était c'est une blague, c'est de dire, oh, de toute façon, tu vas bien nous faire rire avec ton anglais. Mais c'est charmant, c'est doux. Etc. Après, elle me dit, des années plus tard, ça m'a un peu traumatisé ton truc. Et là, j'étais, ah, waouh. Ok, merci. Je suis content de le savoir. Mon estime de soi fait que je ne vais pas le soir même manger un cactus, puis du pissenlit, puis les orties pour me punir avec... je ne ferais pas ça. Non. Juste l'orignal, la grenouille, moi ça me suffit. Mais donc je n'irais pas me culpabiliser, me couvrir de honte, puis me sentir mal. L'estime de soi va me protéger de ça. Mais l'estime de soi va me dire, apprends quand même. Tu peux apprendre, tu peux progresser, puis c'est bien de le savoir, c'est bien de le savoir. Puis on est content d'apprendre. On est très très content de dire, ah ça c'est bien, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Moi j'aime l'humour, c'est sûr, j'aime plaisanter, mais c'est vrai que des fois l'humour peut mal passer. Puis ça peut, une blague qui tout à coup, ça passe mal. Alors, très bien. Je suis content de pouvoir raffiner l'humour, quoi. Donc, tout ça pour dire que la posture de l'estime de soi, elle est vraiment une des plus belles postures. Et celle-là, on doit la construire, mais comme un temple. Je ne sais pas si vous avez regardé la Sagrada Familia, c'est comme ça, la cathédrale à Barcelone. Gaudi qui a créé cette espèce de truc délirant. Ça fait quoi, plus de 100 ans, je pense, qu'ils sont en train de la construire. Et là, moi, je la suis parce que je me suis abonné à des trucs et je l'ai vue, j'ai été la visiter avec ma sœur. On était complètement éblouis par cette œuvre architecturale, mais un génie, c'est vraiment un génie. Là, tu peux écouter le Requiem de Mozart, c'est magnifique, mais là, tu es dans le Requiem. Il joue en toi. Quand tu es dans la cathédrale, la Sagrada Familia, tous les vitraux ont été calculés en fonction de la luminosité pour faire une histoire, raconter une histoire.
De wow, ok. Si vous regardez comment elle est fabriquée, là, c'est un travail, mais ils n'ont même pas fini. Ils construisent, puis ils sont en train de rénover en même temps. Ça fait tellement longtemps qu'ils la construisent que pendant que tu construis un clocher, il faut que tu rénoves une autre partie parce qu'elle a déjà 100 ans. Tu sais. C'est un drôle de concept. Nous, ici, au Québec, c'est à peu près la même chose. On fait la même chose. Tu construis une route, puis tu la rénoves, puis tu la démolis en même temps. Nous, on est experts, on fait tout en même temps. C'est un très, très bon concept québécois. C'est pour faire rouler l'argent, ça, j'ai compris maintenant. Mais non, la Sagrada Familia, c'est une cathédrale, mais phénoménale. Et là, ils ajoutent de la lumière maintenant, en ce moment. Puis elle n'est pas finie, hein. Il reste encore le clocher principal à monter. Mais c'est une œuvre hallucinante. Et pour moi, ça, c'est la posture de l'estime de soi. C'est une posture qu'on crée comme ça, qu'on construit, on bâtit une cathédrale en nous. L'estime de soi, elle vient de tout notre passé, tout notre vécu, toute notre compréhension. On rattache tout à ça. Quand l'estime de soi se construit en nous, elle répare toutes nos histoires du passé. Pour moi, le petit malabar, vous savez ce que c'est les malabars en France, les petits caramels? Ça a été mon premier vol. Je racontais ça à quelqu'un récemment. Je pense que j'avais 5 ans. Je ne sais pas ce qui m'a pris en sortant du magasin. J'ai accroché un malabar. Puis ma mère ne voulait pas. C'est fou, hein, parce que je me vois encore à 5 ans. Puis ma mère ne voulait pas acheter des malabars. Et en sortant, j'ai dit, ben il y en a là. Alors, j'en ai pris un. Puis en sortant, ma mère a vu, évidemment, elle dit, qu'est-ce que tu fais avec ce malabar? J'ai dit, ben il y en avait là. Elle dit, ben oui, mais il faut les payer. Ah ouais? Moi, je pensais qu'il fallait juste les manger. Elle me ramène dans le magasin. Puis je me suis fait vraiment gronder, quoi. Il fallait remettre le malabar. Mais je me souviens toujours, tu sais que c'est pas bien. Puis tu paries, c'est pour mon premier vol. Mon deuxième, je m'en souviens pas, mais mon premier, c'est le malabar. Et pour moi, l'estime de soi, quand elle arrive 50 ans plus tard, à un moment donné, elle répare ça. C'est un petit détail, mais c'était comme dans la cathédrale, c'est un petit vitrail qui avait une fente. Puis un jour, tu répares ce vitrail, puis tu enlèves la fente. Là, tu ne me laisses pas entendre que tu as juste 55 ans. Non, j'ai oublié les taxes, ouais. J'ai pas... je parle au général, hein, en général, je ne faisais pas... 50 ans plus tard, plus taxes, quoi. Mais l'idée, c'est ça, c'est que l'estime de soi, quand elle est dans sa posture finale, elle va réparer tous les filaments de la vie tout entière. Tout mon passé, mon présent, mon futur. L'estime de soi, c'est comme si finalement tous les fils sont branchés. Puis là, la lumière apparaît et wow! Cette lumière totale, quand il manque un ou deux fils, elle apparaît, mais elle scintille, elle s'allume, elle s'éteint, elle n'est pas intense. Mais quand tous les fils sont branchés, et on a ça en méditation des fois on a des aperçus, comme la Sagrada Familia maintenant avec des projections informatiques, tu peux voir à quoi elle va ressembler totalement finie. Son modèle 3D, c'est magnifique, tu peux voir ça. Mais la réalité, c'est pas ça. Mais tu peux voir des avant-goûts. Puis pour moi, la méditation, c'est ça souvent. C'est comme si on avait un avant-goût. On fait une expérience de notre estime de soi parfaite. Puis tu la goûtes pendant quelques minutes. Puis après, tu ouvres les yeux, puis oups, de retour à la réalité, puis ça disparaît. Mais dans la pratique ensuite, c'est là qu'on doit l'utiliser. Sentir que l'estime de soi grandit, qu'à chaque situation elle devient ma cathédrale. Que les personnes font quelque chose, disent quelque chose, les doutes intérieurs viennent, les problèmes viennent, mais tout à coup la cathédrale devient de plus en plus visible. L'estime de soi devient beaucoup plus forte. Puis on la fait grandir. Tu comprends que l'estime de soi n'a pas besoin d'ego.
Elle n'a pas besoin d'arrogance, elle n'a pas besoin de se prouver, elle n'a pas besoin de publicité, elle n'a pas besoin d'être nommée, d'être signée. Elle est là. Et quand on est dans l'estime de soi, ce qui est fabuleux, c'est qu'on n'est pas conscient d'avoir de l'estime de soi. On a juste beaucoup d'estime pour soi-même. Vous voyez la différence? C'est comme quand tu es très patient, tu n'es pas conscient d'être patient, mais tu as beaucoup de plaisir et de joie d'être dans la patience. Tu savoures la patience. Tu aimes le fait d'être là, dans un coin de rue, à attendre depuis 1h30, quelqu'un qui t'avait promis d'être là à l'heure cette fois-ci, mais tu es parti dans un tout nouveau truc de zénitude. Et puis tu as clarifié clairement ta conscience que bon, j'attends encore 10 minutes, puis après, je rentre à la maison, c'est bien. Puis j'ai passé une belle heure sur ce coin de rue. Je me souviendrai de ce coin de rue. Tu l'ajoutes dans ta petite cathédrale, puis ça devient une petite étoile spéciale. Donc l'idée, c'est que tout est un double, ce qu'on appelle les couteaux à double tranchant, quoi. L'impatience te fait mal. L'impatience fait que tu n'as aucun plaisir à attendre sur le coin de rue. Tu maudis tout ce qui passe, tu n'aimes pas les voitures, tu rentres le feu rouge, il fait trop chaud, puis pourquoi il n'est pas là, nanana, puis ça, l'orignal, la grenouille, le serpent, puis tout le monde, là, ça joue un orchestre très désagréable dans la tête, très, très déplaisant. Même concert, tu le renverses, c'est très bien. Très agréable. Ça tombe bien, j'avais besoin d'1 heure justement pour méditer un petit peu, puis me recentrer, puis apprécier la vie. Alors, tout est une question de perspective. Ce que ça prend, c'est la conscience. Et pour moi, la posture qu'on adopte, quelle qu'elle soit, c'est bien de pratiquer toutes ces postures. Moi, j'aime bien, je vais dans un gym, puis au début, quand j'y allais, tous les exercices me paraissaient, mais contre nature, quoi. Ça devrait pas être autorisé d'ailleurs. De nous demander de mettre la jambe comme ça, c'est pas respectueux, moi je trouve. Pour quelqu'un de 50 ans et plus, quoi. Ça fait mal, ça fait très mal. Puis d'ailleurs, moi, la jambe du prof, elle fait comme ça. Moi, la mienne, elle fait pas comme ça du tout. Je comprends pas. Je trouve que c'est insultant. Moi, je trouve que c'est insultant. Et au début, il y avait quelques exercices qu'on devait faire. Puis honnêtement, quand il disait « bon, on va faire ça », je disais « ah, pas celui-là, lui, il fait vraiment mal. » Puis je suis pas capable. Puis je m'écrase par terre, puis j'ai l'air d'un hippopotame en train d'essayer de jouer à faire un ballet gracieux. Non, ça, c'est dans Fantasia, je pense qu'ils font ça. Mais dans la réalité, non. C'est pas comme ça. Et puis 3 mois plus tard, ça change. 3 mois plus tard, le même exercice inhumain et tortueux, et finalement, tu commences à te trouver pas trop mauvais, puis tu te dis « ah, j'arrive à le faire, celui-là ». Puis ma jambe commence de plus en plus à se mettre dans le bon endroit. Et après, on se retrouve un jour où le même exercice, là, tu veux le pousser plus loin. Puis tu te dis « ah, je vais en faire 1 minute de plus ». Et là, en tout cas, moi, c'est mon expérience, commence à apprécier un mécanisme, dans ce cas-ci, c'est un mécanisme physique, puis tu te dis, wow, ça ne tournait pas comme ça avant. Et là, ça tourne comme ça. Ouais, c'est bien, ça va très très loin. Avant, ça grinçait, ça faisait ça, puis c'était très douloureux. Je viens de me... je viens de me tourner un muscle. Oups. Faites pas ce que je dis. Et puis après, non, mais c'est vrai qu'après tu te dis, ok, le corps peut faire ça. Enfin, allez-y mollo. Et la posture, elle est pareille. La posture mentale, la posture de l'âme, elle est pareille. Une fois qu'on devient patient, on devient accro à la patience. On aime la patience. On ne veut plus être impatient. Ça ne devient même plus notre nature. On aime aimer les gens. Moi, j'aime aimer les gens, surtout ceux qui ne sont pas aimables. C'est les plus intéressants à aimer.
Ça demande un peu de... Ok, ça c'est un cas intéressant. Voyons voir comment on va y réussir. Sinon, c'est trop facile. Hein. Donc la posture devient... et c'est pour ça que j'aime bien cette notion que cette posture devient un étirement. On aurait pu prendre ça à l'inverse. Tu t'étires, puis tu es capable de faire la posture, mais moi je préfère cette dimension dans laquelle je pratique une posture. Et je sens que de rester dans cette posture, au niveau spirituel, au niveau physique, c'est moins comme ça. Mais au niveau spirituel, c'est de maintenir une posture. Devient un étirement, mais dans le bon sens du terme. Ce week-end, on avait une retraite, puis quelqu'un faisait une distinction en anglais entre « when you're expanding » or « you're stretching ». C'est vrai qu'en anglais, c'est deux termes intéressants. « Expanding », ça veut dire tu vas juste t'élargir ou grandir ou te prolonger. L'anglais et le français ne traduisent pas toujours de la même façon, mais expanding, c'est vraiment tu grandis, quoi. Tu grandis, mais tu n'es pas en train de te déchirer. Dans ce sens-là, c'était plus un stretching, c'était plus comme un déchirement. Et pour moi, j'aime bien au niveau français, je dirais, ben non, l'étirement devient vraiment... c'est joli, les étirements, ça fait du bien. Un étirement, c'est pas un déchirement, c'est pas la même chose. Et d'étirer, on recommande ça dans le sport. Il faut faire des étirements. Après un exercice, surtout musculaire, il faut prendre des étirements. Donc la posture, quand on la maintient, il faut la maintenir. L'estime de soi, 10 minutes, c'est bien en méditation, mais 10 heures, 10 jours, 10 ans, c'est autre chose. Ça, là, on étire. Et l'âme, dans l'étirement, elle devient plus grande, elle grandit. Et c'est pour ça que cette image de cette cathédrale de la Sagrada Familia, je pense que vous allez tous aller regarder tout à l'heure. Sagrada Familia. Regardez-la, je suis sûr que vous ne l'avez pas vue depuis au moins un petit moment. Elle a changé. Moi, je l'ai vue 3 fois à Barcelone. Puis là, je voyais des vidéos récentes. Puis je me disais, ils l'ont fait, la petite tourelle qui était en construction quand j'y étais. Puis elle met des céramiques, c'est de toute beauté. Maintenant, avec les drones, c'est hallucinant. Vous avez fait ça, Sagrada Familia, drone. Vous avez des drones quand ils passent entre les piliers. Tu vois, tout le travail, c'est vraiment exceptionnel. Puis dites-vous que cette Sagrada Familia, c'est mon estime de soi. C'est ça que je suis en train de construire. Les pièces sont là. On a tous les pièces. Il faut les monter. Parce que les pièces, c'est notre vie. C'est juste notre vie. Qu'est-ce qu'on fait de l'estime de soi? C'est pas l'estime de l'autre, c'est l'estime de soi, de moi. Le moi, il existe. Tout son vécu est là. J'ai pas inventé. J'invente rien dans l'estime de soi. Mon soi, mon moi, il existe. J'ai pas à l'inventer. Pourquoi les gens n'ont pas d'estime d'eux-mêmes? C'est pas en changeant le soi qu'on a de l'estime de soi. Le soi, il est le soi. L'estime de soi vient quand la conscience me permet de voir le soi différemment. Quand on m'avait demandé de définir la spiritualité, je m'étais amusé à dire, pour moi, la spiritualité, c'était de me permettre, par la conscience, de regarder tout ce qui est autour de moi, mais à travers un œil qui me ramène à qui je suis. Être capable de se voir soi-même tel que je suis à travers le monde entier. Donc un regard spirituel. C'est une vision qui fait que j'interprète le monde à travers ce que je suis comme âme, comme esprit, comme être spirituel. Et ça change tout. Je peux me dire, c'est grossier, mais quand on dit, je suis québécois, 55 ans et plus, telle profession, et je m'en vais au marché Jean Talon. C'est une réalité. Et l'autre réalité que j'aime bien, c'est toujours, regardez le film de Lelouch. Et j'étais avec un... c'est trop drôle. J'allais dire, j'étais avec un ami à la retraite. C'est lui. Parce qu'on a parlé de toi. C'est trop drôle. Parce que j'étais avec un copain, puis il me disait, c'est drôle qu'à la retraite, vous avez réalisé qu'on était tous les deux, Nicolas et moi, ceux qui sont dans Zoom en 2092, là. Eh bien, Nicolas est dans la salle.
Et on se disait qu'on était tous les deux pratiquement au même endroit en Bretagne, à peu près à la même date. Et tous les deux, on a perdu notre papa à 3 jours d'écart. C'est quand même particulier, quoi. On ne savait pas. Alors nous, notre réalité, c'était, moi je suis là, je vis ça, je vis ça. Mais pour celui qui s'amusait à regarder du ciel, c'est trop drôle, hein, regarde les deux, là, ils ne se voient même pas. Allô, dites-vous, vous êtes là? Et là, j'ai eu, en racontant ça à un copain hier, je parlais de ça à un copain hier, puis je disais, tu te rends compte, hein? Nous, on ne voit pas tout ce qui se passe dans la vie. Et c'est pour ça que je recommande toujours ce film de Lelouch, La Belle Histoire, parce que nous, comme téléspectateurs, on sait dans le film que lui, il y a 2000 ans, c'était lui. Puis elle, c'était elle, puis lui, c'était lui, puis lui, c'était lui. Sauf que il y a 2000 ans, c'était avec Jésus, etc., et ils s'aimaient, puis ils étaient ensemble, blablabla. 2000 ans plus tard, ils ne se sont pas encore rencontrés. Mais toi, comme téléspectateur, tu les vois tous les deux dans l'aéroport, puis ils se croisent, puis ils ne se rencontrent pas. Puis toi, tu es là, mais allez, tourne-toi, elle est juste là. Quand même, tu cherches Jésus, il a depuis 30 ans, il est juste là, devant toi. Puis alors, elle regarde au mauvais endroit de la flûte. Et là, avec le copain, je me disais, combien de fois on s'est peut-être croisés? Et la personne, on a 10 ans d'écart. Puis là, c'est pour ça qu'on a parlé de ça, on se rendait compte que lui, il y a 10 ans, il était à un certain âge, il était en Angleterre, moi j'étais en France. Puis avec l'écart, lui il était avec les Beatles, les machins comme ça, on s'amusait à voir, toi, ta réalité, c'était quoi? Puis on disait, Puis après, il me dit, moi je suis venu en France. Et il dit, je venais souvent en France. Puis j'ai dit, tu te rends compte, hein? Moi, j'avais 10 ans de moins, j'étais à Paris, et lui, il était à Paris, au même endroit, au même moment. Qui dit qu'on ne s'est pas croisés, peut-être 2-3 fois à Paris? Moi, à l'époque, j'avais donc 7-8 ans, lui, il en avait 17-18. C'était ses premiers amours qui venaient solliciter à Paris, c'est pour ça que j'ai su ça. Puis tu te dis, on ne sait pas. Hein? Vu du ciel, il se passe plein de choses. Donc mon point, c'est que notre vie, elle est déjà là. Le soi, il existe. Je n'ai pas à l'inventer. Mais juste à changer la perspective. Donc la partie invisible, dans ce cas-ci, comme vue du ciel, où on dit, tu te rends compte. En fait, pourquoi tu marchais sur cette rue? Parce que l'autre, il marchait dans la rue inverse. Puis je disais à cet ami-là, j'ai dit, tu te rends compte quand tu étais à Londres? Notre dirigeante, Daddy Yankee, elle était à Londres à cette époque-là. Et Brahma Kumari était là. C'est aussi bien, tu as été sur le trottoir avec ton look Beatles, puis ta guitare, puis ton look hippie. Puis tu n'as pas fait attention, mais en fait, Daddy Yankee est passé devant toi plusieurs fois. Peut-être. Donc pour moi, la vision de la réalité, à un moment donné, c'est d'avoir accès à cette information-là. Mais l'information, elle existait. Je n'ai pas juste eu accès à cette information. Jusqu'au jour où on se dit, tu te rends compte, on était au même endroit, la même date, quand même incroyable, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et là, de se dire, quand je regarde en moi, qu'est-ce que je vois? Mon échec d'hier, le fait que j'ai perdu patience avec un tel, que j'ai dit des bêtises, puis que je ne sais pas trop si finalement ma carrière a été super ou pas, puis que j'ai toujours des problèmes d'estomac, puis je digère pas de l'orignal de toute façon. Puis non, les Français ne mangent pas des grenouilles quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, c'est quoi ma vision de moi? C'est quoi la lentille que j'utilise pour me voir? Puis des fois, nous, on est spirituel, puis on se dit, ça va tout améliorer. Non, on empire tout. En devenant spirituel, tout à coup, je me mets comme objectif, je devrais être parfait, un ange. Alors déjà que j'avais du mal à me tolérer avant, mais là en plus, je suis censé être parfait tous les jours en me levant très tôt, en étant pur, en n'ayant que des belles pensées, en aimant tout le monde, en étant super tolérant, toujours patient. Non. Et là, je viens de me mettre une autre difficulté, des attentes face à moi-même, et donc je commence à me juger encore plus. Finalement, je m'aime encore moins. Puis là, tu dis, oups, ça n'a pas marché mon truc. j'ai mangé de l'orignal, puis je ne digère pas. Lynn doit se demander, c'est quoi son truc d'orignal? T'as raté le début de l'histoire, c'est ça? Pourquoi il parle d'orignaux? Ouais. Si vous êtes sur YouTube, que vous n'avez pas vu le début, rewind. Sinon, vous n'allez pas comprendre c'est quoi son obsession avec l'orignal aujourd'hui.
Ça s'appelle du storytelling. Ça s'appelle la vente, qu'est-ce que tu veux? C'est la publicité. Tu vends un char avec un orignal, qu'est-ce que tu veux? Tu te débrouilles comme tu peux. Mais tout ça pour essayer de dire à quel point l'estime de soi, ça va juste avec la conscience de découvrir une nouvelle façon de me regarder. Que les mêmes événements que j'ai vécus dans le passé, je les ai mal interprétés. Je les ai interprétés avec culpabilité, avec colère, avec insatisfaction, avec un jugement. Et si j'enlève tout ça, c'est pour ça des fois on dit, prends l'œil de Dieu, lui il est super propre, il voit tout très bien. Prends l'œil de Dieu, tu te le mets en plein front, puis regarde ton passé. Ça pourrait être prendre l'œil d'un psy. Puis oui, le psy est censé te faire voir différemment. Mais des fois, ils tordent tout ça un petit peu. C'est un peu compliqué. Ils te mettent une tête de grenouille sur un corps d'orignal. Puis ils disent, tu vois, c'est ça le concept. OK. C'est ça ma vie. Ah, OK, je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pas sûr. Hein. Des fois, ça fait du bien, mais d'autres fois, ils ont fait ça dans l'hindouisme. Hein. Ils ont mis un petit bonhomme, ils ont coupé la tête, ils ont mis une tête d'éléphant. Puis ça, c'est Ganesh. Ça, Ganesh, le dieu éléphant. Ça marche. À un moment donné, tu te dis, non, on a passé une bonne. Ça n'existe pas, des petits bonhommes avec une tête d'éléphant. Donc, il faut bien avoir la bonne lentille. Et pour moi, l'estime de soi, c'est la capacité de relire tout ce que je sais de moi avec la bonne lentille. Et là, on redécouvre que finalement, on a tous les éléments pour créer cette cathédrale. Parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça, parce qu'elle a déjà existé. Et qu'en fait, il ne manque aucune pièce. C'est juste qu'elles sont tombées, elles sont un petit peu abîmées, puis elles sont tombées, il faut juste les remonter. Et si on crée cette estime de soi, je pense que c'est une des plus belles postures de l'âme. Quand l'âme est assise dans son respect de soi, dans son estime de soi, c'est là qu'on dit on commence à toucher à la divinité de soi, la dignité de soi et la divinité de soi. Ça, c'est les deux étapes finales après. Et l'estime de soi, si on la maintient le plus longtemps possible, là, l'âme s'étire à l'infini. Elle devient vraiment... et comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a de beau dans cette estime de soi, tu n'as pas à la signer. Tu n'as pas à la montrer, tu n'as pas à la prouver, tu n'as juste à l'apprécier, à la vivre. Et personnellement, j'ai toujours senti que l'estime de soi, c'était la porte ultime vers la liberté. Là, l'âme se sent libre. Aucune chaîne qui l'attire vers le bas, vers le jugement, la limitation, le mécontentement, la complication. Non. Si une situation autour de moi me dérange, techniquement, il y a un petit bout d'estime de soi qui manque quelque part. Je ne suis pas connecté avec moi-même. Je ne me vois pas comme je suis. J'ai oublié mon aspect un peu bienveillant. Quand quelqu'un me demande quelque chose, « Ah non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Pourquoi il me demande quelque chose? Mon ange dort. » Je ne suis pas conscient de tout ce qu'il y a de bon en moi. Je n'ai pas envie de donner, je n'ai pas envie d'aider, je n'ai pas envie d'être là pour l'autre. Non, je suis égoïste. Pendant un moment. Ce moment d'égoïsme, c'est l'antithèse de l'estime de soi. L'ego, c'est l'opposé de l'estime de soi. Donc l'égocentrisme, l'égoïsme, tout ça, c'est les produits dérivés de l'ego. Alors l'estime de soi, il nous libère de l'ego. C'est ça qui est magnifique. Et pour ça, les gens disent, ton estime de soi, ça va devenir prétentieux ou tu vas te prendre pour un autre. Et non, c'est ça qui est bien. Quand tu sais que tu as de l'amour, tu n'as pas l'arrogance d'amour, tu aimes. Une maman qui aime son enfant, vraiment, là, c'est pur. Tu sais, c'est pas... C'est pur, tu sais, c'est juste l'amour comme ça. Tu n'as pas à le forcer, il est naturel. Alors, je vous invite, dès que vous rentrez à la maison, Sagrada Familia, Drone, La Belle Histoire, Claude Lelouch, et éventuellement
Orignal, grenouille, est-ce que ça vraiment ça fait bon ménage? Est-ce qu'il y a véritablement un dieu grec avec un corps d'orignal et une tête de grenouille? Ce serait à venir très bientôt dans un centre de Raja Yoga près de chez vous. Le conte de l'orignal et de la grenouille. Bon, je vais arrêter de délirer, hein, quand même. Je pense que ça suffit. Hein? Je pense que vous avez quand même votre dose pour ce soir. Bon appétit si vous mangez. Je vous recommande vraiment un mets végétarien pour ce soir. Et puis on peut méditer quelques secondes pour reconstruire tout ça, remettre tout ça à l'endroit. Dans quelques secondes, on peut juste reprendre conscience d'être dans la matière, dans le corps. Sentir combien on peut détendre le corps. Prenons une bonne respiration. On peut observer le corps comme si on était détaché du corps. Regardez mon corps comme un instrument, un véhicule. Ou même le voir comme le costume de l'âme. C'est-à-dire que le corps, c'est juste mon apparence physique, temporaire. Sachant qu'un jour, je devrais quitter le corps. On imagine au centre du front cette étoile, cette étincelle de lumière. Et je me dis que l'âme est une énergie pure. Et le moment où j'ouvre ce troisième œil, ma conscience d'âme, c'est comme si j'ouvrais une boîte magique, une lumière qui en ressort, une vibration de paix, un amour puissant, intense, et un immense bonheur. Toute cette énergie qui jaillit de l'âme comme une fontaine. Dans cette conscience d'âme, plongée dans le silence, je ressens toutes ces qualités qui deviennent très fortes, très présentes. Je me dis que dans les prochaines heures, ce sera très facile d'offrir à tous ceux que je rencontre, que ce soit à travers un regard, une poignée de main, juste un sourire, je pourrais partager cette dimension de paix, d'amour et de bonheur. Parce que je verrai toujours cette flamme en moi qui brûle, cette lumière qui est là, qui cherche constamment à s'exprimer.
Alors, comme toujours, un grand merci d'être là. C'est toujours bien de voyager ensemble dans ces délires et d'en faire des délires collectifs. Je trouve ça beaucoup plus thérapeutique. Faire ça tout seul sur mon balcon, c'est tristounet. Donc merci d'être là, ça me fait beaucoup de bien. Et je souhaite une très belle soirée, une belle semaine. Et la semaine prochaine, je pense que ce sera Anne-Christine qui sera là. Et dans 2 semaines, on reçoit vraiment une femme exceptionnelle qui vient de New York. Et donc, c'est en Gayatri. Elle est la représentante des Brahma Kumaris aux Nations Unies. Une fille exceptionnelle qui a vraiment une histoire incroyable. Qui a commencé avec l'organisation il y a près de 50 ans maintenant, presque 45 ans, je pense. Et elle a vraiment une histoire hors norme, avec son père aussi qui était haut politicien, ambassadeur en Guyane. Et donc qui a vécu vraiment une très belle expérience de parcours spirituel. Et vous allez voir, extrêmement expressive, avec une vitalité particulière qui est vraiment la sienne. Et donc, j'aurai la chance de faire une petite entrevue avec elle dans 2 mercredis. Alors, ratez pas ça, les gens l'aiment beaucoup, beaucoup. Quand elle avait animé des retraites avec nous à Peace Village, après, là, tout le monde s'était oui, Gayatri. Cette femme, j'aime beaucoup, elle a un intellect très clair, elle est très affirmée, elle a des idées fabuleuses, enfin bref. Concept étant, vous venez donc dans 2 semaines, elle sera là, donc ce sera le mercredi soir avec elle. Et je pense qu'il y a aussi un autre programme avec elle, avec Femmes internationales Murs brisés. On va faire un panel multireligieux assez particulier sur l'image de Marie. Alors, je sais que ça peut faire un peu catholique, mais en fait, c'est plus l'idée de voir la force féminine dans toute la divinité, la spiritualité, l'inspiration qu'on ressent, qu'on retient de ces figures assez emblématiques à travers toutes les religions. Donc il y aura des représentants de différentes religions et Gayatri sera notre représentative dans cette soirée aussi. Ça, je pense que c'est le vendredi, si je ne me trompe pas. Donc le mercredi et le vendredi. Enfin, jeudi, si vous voulez venir aussi, tant qu'à y être, on pourra trouver quelque chose. Puis samedi, je pense qu'il y a quelque chose aussi. Puis dimanche aussi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose tous les soirs, c'est ça? Alors... Ok, je vais me coucher. On me chantit. À bientôt. Je vais retourner voir mes orignaux, voir s'ils font.